Qu'est-ce qu'il fiche, merde? Merde. Merde, merde. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. Marty McFly est un adolescent vivant dans la petite ville de Hill Valley en 1985. Sa vie est loin d'être idéale, ses parents sont malheureux dans leur mariage et son père est soumis aux humiliations constantes de son patron Biff Tannen. Marty est également l'ami d'Emmett Brown, un scientifique excentrique et inventeur de génie surnommé Doc. Un soir, il invite Marty à le rejoindre sur le parking d'un centre commercial. Là, Doc lui dévoile sa plus grande invention, une machine à voyager dans le temps, construite à partir d'une DeLorean modifiée et alimentée par un convecteur temporel, nécessitant une puissance colossale produite par du plutonium. Alors que Doc s'apprête à faire une démonstration, des terroristes libyens à qui il a volé le plutonium surgissent et l'abattent. Dans sa fuite, Marty monte dans la DeLorean et par accident active la machine à remonter le temps. Il se retrouve projeté dans le passé à une date programmée par Doc, le 5 novembre 1955, le jour où ce dernier a inventé le concept du convecteur temporel. Quel chiotte! On va voir si ces fumiers s'accrochent encore à 90. Robert Zemeckis est né le 14 mai 1952 à Chicago au sein d'une famille modeste d'origine lituanienne et italienne. Dès son plus jeune âge, Zemeckis se passionne pour les films et la création de contenu audiovisuel, et à l'adolescence, il découvre le caméscope 8 mm de sa famille et commence à réaliser des films amateurs, souvent inspirés par ses héros cinématographiques, notamment Alfred Hitchcock. Plus tard, il rejoint la prestigieuse école de cinéma USC et fait la rencontre de Bob Gale, son futur collaborateur avec qui il développera plusieurs projets majeurs. En 1972, Zemeckis réalise son premier court-métrage de fin d'études, The Lift, l'histoire d'un homme d'affaires qui vit sa routine quotidienne jusqu'à ce qu'il rencontre un stress inattendu sous la forme de l'ascenseur de son immeuble. Ce cours attire l'attention d'un autre jeune cinéaste, Steven Spielberg, qui deviendra un mentor pour Zemeckis. Il le soutiendra dans ses projets en produisant ses 2 premiers longs métrages, tout d'abord la comédie Crazy Day en 1978, puis La Grosse Magouille en 1980. Malheureusement, malgré de bonnes critiques, ils ne marcheront pas au box-office. Zemeckis restera 4 ans sans tournée jusqu'à ce que Michael Douglas le sollicite pour réaliser À la poursuite du diamant vert, un film qui mélange habilement humour et aventure à la sauce Indiana Jones. Voilà un très bon jugement de la situation. Y a-t-il au monde quelqu'un qui ne te suit pas? Mets la camelote dans le sac. Il faut filer avant que le père tape dur rapplique. Cette fois, j'ai besoin d'un chauffeur, mademoiselle Wilder. Contre toute attente, c'est un énorme succès commercial. La carrière de Zemeckis est désormais lancée et il enchaîne avec Retour vers le futur, un des films les plus populaires de la planète produit par Steven Spielberg et qu'il a coécrit avec son complice de toujours, Bob Gale. L'énorme carton du film au box-office mondial donneront naissance à 2 suites tournées en même temps et sorties en 89 et 90. Par la suite, Zemeckis va diversifier sa filmographie avec des œuvres audacieuses telles que Le Génial qui veut la peau de Roger Rabbit, une véritable révolution technologique à l'époque qui mélange animation et prise de vue réelle. La mort vous va si bien, une comédie noire explorant l'immortalité avec des effets spéciaux encore une fois innovants.
Forrest Gump, un drame poignant qui remporte 6 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Zemeckis et du meilleur acteur pour Tom Hanks. Mon gentil Elle m'aida à petit apprendre à singe. lire et... Moi, je lui ai appris à se balancer. Et des fois, on restait assis dehors à attendre les étoiles. Maman va s'inquiéter. Reste encore un petit peu. Je sais pas pourquoi Jenny ne voulait jamais rentrer chez elle. D'accord, Jenny, je reste. Autre succès, même si plus modeste avec Contact, un film de science-fiction adapté d'un roman de Carl Sagan avec Jodie Foster dans le rôle principal. Au début des années 2000, Zemeckis tâte du film d'horreur avec Apparence, qui réunit Harrison Ford et Michelle Pfeiffer, une semi-réussite à mes yeux, puis enchaîne sur Seul au monde, avec là encore une performance exceptionnelle de Tom Hanks. Après cette nouvelle réussite, Zemeckis change totalement de registre et se concentre sur l'exploration des technologies numériques et de la capture de mouvement. Ces innovations donnent naissance à des films comme Le Pôle Express, La légende de Beowulf, ou encore Le drôle de Noël de Scrooge, une adaptation sombre et visuellement saisissante du roman de Charles Dickens. Bien que ces films divisent la critique, ils témoignent de son audace artistique et de son désir de repousser les limites du cinéma. Dans les années 2010, Zemeckis revient à un cinéma plus traditionnel avec Flight, un drame sur un pilote alcoolique qui ne m'a pas laissé un grand souvenir, The Walk, Bienvenue à Marwen, un film que j'aime beaucoup mais que le public rejettera, comme la plupart des Zemeckis sortis après 2010. Here, sorti tout récemment et que je n'ai pas encore vu, ne dérogera pas à cette triste règle. Il ne reste plus qu'à espérer que Zemeckis retrouve le chemin du succès avec son prochain film, car ce réalisateur a énormément apporté au cinéma grâce à sa maîtrise du récit, son sens du spectacle et son utilisation novatrice des technologies cinématographiques. Oh bah ça alors, regarde un peu ce qu'il fait. Rattrapez-le! Allez, on l'a! Tiens, bouge pas! Rattrapez-le! Michael Andrew Fox, plus connu sous le nom de Michael J. Fox, est né le 9 juin 61 au Canada. Dès son plus jeune âge, Michael montre un vif intérêt pour les arts, mais ce n'est qu'à l'adolescence qu'il décide de se lancer dans le métier d'acteur, avec un premier rôle à 15 ans dans la série canadienne Leo and Me. Puis il déménage à Los Angeles à l'âge de 18 ans et décroche en 82 le rôle d'Alex dans la sitcom Family Ties. Ce personnage, un jeune républicain ambitieux dans une famille libérale, séduit le public et propulse Michael au rang de star. Au cinéma, il fait ses débuts dans le film Choc Classe 84, puis on le retrouve 3 ans plus tard dans la comédie fantastique Teen Wolf. Jimmy, man, why do you want to mess with this shit? It's gonna help me. Well, that's bullshit. It's bad news, man. What the fuck's going on here? He's a bio-walk. What the fuck's the matter with you? It's okay. All right, well, just hurry up, okay? Mais c'est Retour vers le futur qui consacre définitivement Michael J. Fox comme l'un des acteurs les plus en vue de sa génération. Le film devient un phénomène culturel et il reprendra le rôle de Marty McFly dans 2 suites à succès. Pendant les années 80 et 90, Michael J. Fox enchaîne les projets tels que Le secret de mon succès de Herbert Ross, Les feux de la nuit de Jeff Bridges, Le bouleversant outrage de Brian De Palma, probablement son rôle le plus difficile et le plus marquant de sa carrière, Doc Hollywood de Michael Caton Jones, La manière forte de John Badham, une excellente comédie policière avec l'impayable James Wood. Bon, alors les conneries, ça suffit, hein? J'en ai ras le cul d'être singé en permanence. Ne mange pas comme moi, ne t'assieds pas comme moi, et ne fume pas comme moi. De toute façon, j'arrête de fumer. Oui, moi aussi. Et arrête d'arrêter comme moi. Arrête. Je suis acteur, John, c'est mon boulot. J'en ai rien à glander, d'accord? Le président et Miss Wade de Rob Reiner, Fantôme contre Fantôme, chouette film de Peter Jackson, ou encore Mars Attack dans un petit rôle. En 91, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Michael J. Fox reçoit un diagnostic de maladie de Parkinson.
Refusant de se laisser abattre, il garde son diagnostic secret pendant plusieurs années, continuant à jouer tout en gérant les symptômes de la maladie. En 1998, il décide de rendre publique sa condition et l'année suivante, il quitte la série Spin City pour se concentrer sur sa santé et sa fondation qui lèvera des centaines de millions de dollars pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Malgré sa maladie, Michael J. Fox n'a jamais complètement quitté les écrans. Il apparaît régulièrement dans des rôles secondaires, notamment dans des séries télévisées. Si, comme Christopher Reeve, le destin a barré la route à Michael J. Fox en pleine gloire, il demeure pour des millions de personnes une figure de résilience et un symbole d'espoir. Mais où est-ce que vous êtes? Tu peux me retrouver sur la promenade des Deux Pins cette nuit à 1h15. Je crois que je viens de faire une découverte importante. Attendez un peu. Vous voulez dire à 1h15 du matin? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous étiez depuis une semaine? En plein travail. J'ai pas vu Einstein. Il est avec vous? Oui, il est là. Vous savez que tous vos appareils sont restés branchés toute la semaine? Mon installation? Ah, au fait, Marty, ça me rappelle, tu ferais mieux de ne pas utiliser l'ampli. Il y a un léger risque de court-circuit. Ouais. Christopher Lloyd est né le 22 octobre 1938 dans le Connecticut. Il commence sa carrière sur les planches en jouant d'abord dans des productions locales et régionales, puis à partir de 1969 à Broadway dans des pièces de Tennessee Williams ou Harold Pinter, où il développe un style d'interprétation unique, mêlant intensité dramatique et excentricité. Lloyd fait ses débuts au cinéma en 1975 dans le chef-d'œuvre de Miloš Forman, Vol au-dessus des nids de coucou. L'acteur interprète un des patients de l'hôpital psychiatrique et se distingue par sa capacité à insuffler un mélange de fragilité et de force. Les années suivantes, il fera quelques apparitions dans des films tels que Tueur de flics d'Harold Baker, En route vers le sud de Jack Nicholson, dans lequel il croise sa future partenaire de Retour vers le futur 3, Mary Steenburgen, et même un Claude Lelouch pour Un autre homme, une autre chance. En 1984, il est choisi pour incarner le méchant de Star Trek 3. Donc, nous n'avons pas affaire au premier venu. En violation du traité conclu entre la Fédération et Klingon, votre présence dans ces parages est un acte d'hostilité. Vous avez 2 minutes pour vous rendre, vous, votre équipage et votre bâtiment, ou nous vous détruirons. Je sens qu'il nous tend un piège. Nous avons dû lui porter un coup plus sévère que je le croyais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je me fie à mon instinct. Mais c'est bien sûr en 1985 que Lloyd accède à la célébrité mondiale grâce à sa géniale interprétation du docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur et ses suites. Entre 2 voyages dans le futur et le passé, il retrouve Zemeckis pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, où il livre une performance mémorable et terrifiante dans le rôle du juge. Dans les années 90, il sera à l'affiche de La famille Addams et sa suite de Barry Sonnenfeld, l'amusant Une journée de fou de Howard Zieff, ou dans des œuvres plus confidentielles comme le polar Dernière heure à Denver de Gary Fleder. Malgré une belle carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies, Christopher Lloyd n'a pas lâché ni le petit ni le grand écran, en jouant dans des productions indépendantes, des films d'animation et des séries télévisées. Mais il restera à jamais le doc Emmett Brown pour des centaines de millions de spectateurs. Eureka! Voilà, c'est ça la réponse. C'est écrit ici. La foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04 dans la nuit de samedi prochain. Si on pouvait trouver un moyen de canaliser l'énergie de cet éclair, de l'injecter dans le convecteur temporel. Lea Kathleen Thompson est née le 31 mai 1961 dans le Minnesota. Elle commence à apparaître dans des publicités et fait ses premiers pas au cinéma en 1983 dans le médiocre Les Dents de la Mer 3, réalisé par Joe Alves, puis enchaîne avec L'Aube rouge de John Milius. Le grand tournant de sa carrière survient en 1985 lorsqu'elle est choisie pour interpréter la mère de Marty McFly dans Retour vers le futur, un double rôle complexe où elle incarne à la fois une adolescente romantique des années 50 et une mère désabusée dans les années 80. Après le succès du film, Lea Thompson passe d'une production Spielberg à une production Lucas et joue une jeune femme liée à un canard extraterrestre pas commode dans Howard, une nouvelle race de héros. Tu sais, j'ai la sensation que ma vie va changer du tout au tout grâce à toi, mon petit caneton. Oui, eh bien au moins il y a quelqu'un d'heureux ici. Faudrait juste que ma carrière reparte sur les bons rails et puis j'aurais plus que la vieille angoisse classique à régler. Quelle angoisse? J'attends toujours que se pointe le mec de mes rêves. C'est peut-être pas un mec comme les autres que tu devrais chercher. Non.
Tu crois que je pourrais trouver le bonheur dans le royaume animal, hein? Bien que le film ait été un échec critique, il est devenu culte au fil du temps, mais pas pour les mêmes raisons que la trilogie de Zemeckis. On la verra également dans Cap sur les étoiles, le drame romantique d'Howard Hawks, La vie à l'envers, où elle partage l'affiche avec celui qui devait incarner Marty McFly, Eric Stoltz, et dans Donnie la Malice, réalisé par Nick Castle. Dans les années 2000, Lea Thompson continue d'apparaître sur le petit et le grand écran. Elle réalisera également des épisodes de séries télévisées et quelques téléfilms. Eh oui! Mais vous êtes si... Vous êtes si... mince! Allons, Pierre, du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh! Ah! Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Thomas F. Wilson est né le 15 avril 1959 à Philadelphie. Avant de percer au cinéma, il fait ses débuts sur scène en tant que comédien de stand-up. C'est en 1985 qu'il décroche le rôle qui changera sa carrière, Biff Tannen, l'antagoniste principal de Retour vers le futur. Sa performance en tant que brute intimidante et grossière lui vaut une reconnaissance immédiate. Il reprend ce rôle dans les suites de la trilogie où il montre sa polyvalence en jouant plusieurs versions de Biff ainsi que ses descendants et ancêtres. Bien qu'il soit surtout connu pour ce personnage, Wilson apparaît aussi dans les films Week-end de terreur, réalisé par Fred Walton en 1986, Action Jackson de Craig R. Baxley, Les Flingueuses de Paul Feig. Wilson est également un talentueux peintre et un musicien. Il compose et interprète des chansons humoristiques, souvent inspirées de son expérience d'acteur. Je vous interdis de me toucher avec vos sales pattes. T'as entendu? Elle t'interdit de la toucher avec tes sales pattes. S'il te plaît. De quoi tu te mêles, banane? Quand on cherche... Au générique du premier Retour vers le futur, on retrouve également Crispin Glover dans le rôle du père de Marty McFly. Il devait jouer dans les suites, mais un désaccord d'ordre financier a mis fin à sa participation. Il intentera tout de même un procès à Universal pour avoir, sans son accord, utilisé des images de lui dans le second film. En dehors de Retour vers le futur, on le verra entre autres dans Sailor et Lula de David Lynch, The Doors d'Oliver Stone, le remake de Willard de Glenn Morgan ou Larry Flint de Miloš Forman. Non mais je me suis flanqué de la bière partout sous l'effet du choc. Qui va me payer la note de teinturier? Au fait, ils sont prêts mes comptes rendus? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je me suis dit que Viens par puisqu'on ici. ne devait pas les rendre... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Oui. Faut réfléchir. Et le temps qu'il me faut pour les faire taper. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais mes comptes rendus avec ton écriture? Mais je me ferais virer. Ce serait pas ça que tu cherches à faire par hasard, hein? Enfin, même s'il apparaît peu à l'écran, James Tolkan interprète Strickland, le principal du lycée, et qui reviendra dans les deux autres opus. Really was a time machine like this movie. I think I'd get in it and go into the future. I probably would like to travel into the future to see if this movie is going to be successful. The West, you know, I have a fantasy about that. Everybody wants to be a cowboy. I wanted to be a Mountie, you know. I wanted to be like Dudley Do-Right. L'aventure de Retour à le futur, c'est d'abord celle d'une longue amitié entre deux passionnés de cinéma, Bob Gale et Robert Zemeckis, qui ambitionnent de faire un film sur le thème du voyage dans le temps. I've always felt that the best two time travel stories were The Time Machine and Charles Dickens' Christmas Carol. And basically, Back to the Future follows the same type of time travel rules as The Time Machine, which is that you can travel through time but not through space. And a lot of time travel stories violate that concept. Not only do you travel 100 years in the past, but you also travel from Los Angeles to England miraculously. So we believed in the H.G. Wells time machine idea of time travel.
Tout commence lorsque Bob Gale, futur producteur du film, tombe sur l'album de fin d'études de son père. I was back in St. Louis, Missouri, visiting my parents, and searching around in the basement, I stumbled upon my father's high school yearbook. And I'm thumbing through it, and I discovered that my father was the president of his graduating class. I didn't know this, and I thought about the president of my graduating class as somebody I had nothing to do with. So I thought, gee, if I went to high school with my dad, would I have been friends with him? So that was the idea that I came back to Los Angeles, and I said, Bob, what if you could go to high school with your parents? What would that be like? Repérant le potentiel comique du concept d'un adolescent allant à l'école avec ses parents, Gale collabore avec son ami Robert Zemeckis pour élaborer un scénario. It's like, you know, when you're a kid and your father and your mother tell you the things that they did as a kid, you know, like walking 12 miles to school and doing their homework on a shovel, at the, you know, it'd be interesting to go back and see if it were really true. La recherche de financement de Retour vers le futur s'est avérée difficile. La plupart des studios contactés par Gale et Zemeckis l'ont refusé. We originally wrote the project for Columbia Pictures, who put it into Turnaround. And this was in the early 80s, and the average teen film in the early 80s was very R-rated. And they were sort of drinking, drugging, sex comedies, and those were the films that were making a lot of money. So most of the studios, when we went to set the film up, thought that the film was too soft because it didn't have a lot of edgy stuff in it, except for Disney, who thought that because of the relationship with the son and the mother, it was too dirty. Steven, very early on, he was one of the first people I had read the screenplay, and he liked it very much, and he wanted to produce it like he did my previous films. But my previous two films were not successful, and I was concerned that if Steven had produced a third film that was a box office flop, then I would not be able to probably get a job anywhere as a director. So I explained that to him, and he said, I think you're probably right. And then many years went by, 3 to be exact, and then I was finally hired by Michael Douglas to do Romancing the Stone, which fortunately was a hit. And then everybody wanted to do Back to the Future because Romancing the Stone was a hit movie. And I thought it would only be appropriate to go back to the one guy who's the only person who had faith in it based on the material itself, and that was Steven. Zemeckis en voulait au studio d'avoir rejeté son projet et s'est alors tourné vers Spielberg qui avait créé sa propre société de production, Amblin, et qui avait toujours aimé le scénario. I just think the movie is so rich in story and so rich in sort of, you know, occurrence that I really liked it. I mean, it was all in the script too. Amblin ayant signé un partenariat avec le studio Universal, c'est ce dernier qui finance et distribue le film. Toutefois, son président, Sid Sheinberg, a demandé un certain nombre de modifications au scénario. Le professeur Brown est devenu Doc, et ce qui devait être à l'origine son chimpanzé est devenu un chien. Sheinberg détestait aussi le titre Retour à le futur et voulait le changer en Spaceman from Pluto, une référence à la bande dessinée que les enfants avaient entre les mains après que la DeLorean se soit écrasée dans leur grange en 1955. Zemeckis et Gale se sont alors tournés vers Spielberg pour les aider à éviter ce titre sans offenser Sid Sheinberg. Sa solution a été d'envoyer en retour un mémo expliquant à quel point ils avaient tous bien ri à la blague de Sheinberg. À la suite de ça, le président du studio n'en a plus jamais parlé. L'immense Dean Cundey a obtenu le poste de directeur de la photographie. Lui et Zemeckis avaient déjà collaboré sur la poursuite du Diamant Vert. La logistique de la transformation d'une vraie ville en Hill Valley en 1955 et 1985 était intimidante, alors le concepteur de production a adapté la place située derrière les studios. A film like this is very, very interesting because very few films have been done in this period as of this date. This is going back to a period that people think is too recent to become a period film, and yet we've tried to give it a real period look. One of the ways we're able to do that is to push the film visually back a little farther than 55. Because if we're right on in 55, what happens is that it almost looks a little too new. I use a great deal of photographic research. Usually I delve into a lot of Life magazines, Look magazines, books on the 50s, books on the 40s, even looking at films that were made in that period. And all of a sudden you start coming up with a visual concept. Well, when you walk onto that back lot, it's so perfect, it's so detailed. I mean, so much work has gone into it. It is 1955. I mean, you're there. You look around, and everywhere you look, you see the travel store, 10 Days in Cuba, you see the cars and everything.
And it makes it very easy for the actor. That was always one of the major elements of the story, even in its earliest incarnation, which was to take a place and show what happens to it over a period of 30 years. What happened to everybody's hometown is obviously the same thing. They built the mall out in the boonies, and it killed all the business downtown, and everything changed. A real location was out because nobody was going to let us shut down their town to make it over into the 50s and then remake it over. So what we did was we used the Universal back lot, and we realized that the smart way to do was to shoot all the 1950s stuff first, make the town look beautiful and pristine and wonderful for the 50s, and then just totally trash it down for the 1980s stuff, which is what we did. Le premier choix des cinéastes pour le rôle de Marty McFly était Michael J. Fox, la star de la sitcom Family Ties. Mais le créateur de la série, Gary David Goldberg, a refusé de lui montrer le scénario, craignant que l'acteur l'aime et lui en veuille de ne pas l'avoir libéré de son engagement dans Family Ties. Michael J. Fox was actually our first choice for the part of Marty. And because he was doing Family Ties at the same time that we were going to be shooting, there was no way that he was going to be available to us. So it was completely out of the question. And we kept pushing our start date back because we were having such a hard time finding a kid that we thought could carry the movie. Déçu, Zemeckis a donc commencé à faire passer des tests auprès d'autres acteurs et a finalement réduit son choix à Sid Howell, vu auparavant dans E.T. puis Outsider de Coppola, et qui sera peu après à l'affiche du film culte Hitcher, et Eric Stoltz, qui avait joué dans Mask de Peter Bogdanovich. It finally came down to an actor named C. Thomas Howell and Eric Stoltz. And Tommy's screen test was terrific. But the CEO of MCA saw the two screen tests, and he said, it's got to be Eric Stoltz. It's got to be Eric Stoltz. And I'm so convinced that Eric is going to be great in this part that if it doesn't work out with him, you recast it and start all over again. Okay, well, he never thought that that was ever going to happen. Le rôle du Doc a d'abord été proposé à John Lithgow, car Ned Canton, un des producteurs de Retour vers le futur, avait travaillé avec lui et Christopher Lloyd sur Buckaroo Banzai. Lithgow n'étant pas disponible, le rôle a été confié à Lloyd, qui était réticent à rejoindre la production, jusqu'à ce que sa femme l'encourage à accepter le rôle. Pour donner vie à son personnage, Lloyd s'est inspiré à la fois du chef d'orchestre Léopold Stokowski et d'Albert Einstein. Action. Marker. This film was about time. Le tournage principal a commencé le 26 novembre 1984 sur un calendrier de 14 semaines qui devait se terminer le 28 février 1985 avec un budget estimé à 14 millions de dollars. En raison d'un timing serré, le montage a eu lieu en même temps que le tournage. Le 30 décembre 1984, Zemeckis a visionné les premiers rushs, bien que réticent à revoir les images car il aurait été autocritique, mais il pensait que le jeu de Stoltz ne fonctionnait pas. Le jeune acteur jouait Marty avec un ton intense et sérieux, pas avec l'énergie loufoque qu'il souhaitait. Au bout de 6 semaines de tournage, presque à mi-chemin du planning, Zemeckis savait qu'il avait un énorme problème. Après avoir discuté avec Bob Gale et son collègue Ned Canton, le réalisateur demande à Spielberg de venir dans la salle de montage et de visionner le premier montage de 45 minutes de tout ce qui avait été tourné jusqu'à présent. Et ils ont tous convenu que Stoltz devait partir. Spielberg dira à Zemeckis qu'il avait besoin d'un remplaçant avant de licencier Stoltz, ou le studio risquait d'annuler la production. Refusant de voir Universal arrêter le film et de subir la presse négative qui en découlerait, Zemeckis a continué à tourner avec Stoltz pendant 1 semaine supplémentaire. La plupart des acteurs et de l'équipe n'étaient pas au courant de la situation. De son côté, Stoltz est resté dans le personnage de Marty lorsqu'il ne tournait pas, refusant de répondre à son propre nom. Cela a donné lieu à des querelles avec certains membres du casting et de l'équipe, y compris Thomas F. Wilson qui joue Biff Tannen. Pendant ce temps en coulisses, Canton estime à 4 millions de dollars le coût des reprises, tandis que Zemeckis et Gale retournent voir le producteur de Family Ties en le suppliant de laisser Michael J. Fox reprendre le rôle. Finalement, Goldberg accepte à condition que la série télévisée ait la priorité.
Pendant la pause déjeuner du jeudi 10 janvier 85, à mi-chemin du tournage du test de la DeLorean sur le parking du centre commercial, Zemeckis appelle Stoltz dans sa caravane et lui annonce la mauvaise nouvelle. The studio was demanding that the movie be released on a specific day in the summer. So we cast Eric Stoltz in the lead part for Back to the Future, and this was a miscalculation on my part. I mean, Eric is a fabulous actor, and he was doing great work, and it just for some reason, to me, didn't feel like it was the right type of performance for the type of humor that I was trying to go for in the film. Le lundi suivant, Michael J. Fox était devenu Marty McFly. L'emploi du temps de Fox était épuisant et toutes les scènes qui nécessitaient que Marty soit filmé à la lumière du jour devaient être tournées le week-end. Well, it was a very difficult decision to put the lead actor in our film who was working full-time in a TV series. Without a doubt, the toughest part of doing Back to the Future for me is that I'm still doing Family Ties. This is the kind of lack of substance that great relationships are built on. I wake up around 9 or so, go in, work from 10 to 6:30 on Family Ties, get in a Universal car, drive over to Universal, work until about 2:30 on that, go home, sleep, wake up. So that gets pretty grueling, and although I kind of enjoy it, you know, and people say, how can you do that? And I say, well, because I have to, because I said I would, you know, so... Logiquement, le nouveau tournage avec Michael J. Fox a ajouté 34 jours de plus au planning, mais tout le monde admettra que l'ambiance générale était devenue plus détendue avec la présence du jeune acteur. She says, "How dare you?" Bob Zemeckis is great to work with. I love working with Bob because he's possessed, you know? Like this movie, I mean, he must wake up in the morning, it's just like the movie, you know? And he gets to work and it's like, I'm making my movie. And it's great because you come... For me, if my energy does drop at all, sometimes it does. I get a little tired, and I'll come in and I'll say, okay, Michael, here's what happens. Now the wind machines, and you blow up, and then Doc blows up, and okay, I'm making my movie. And you just go, all right, Bob, good deal, you know? De son côté, Crispin Glover a utilisé beaucoup de ses propres maniérismes pour incarner George McFly, mais Zemeckis aurait été mécontent des choix de Glover et lui aurait demandé d'être plus sobre dans le rôle de George plus âgé. Okay, good. Now, Huey, what you want to do is you want to just stay up there with the megaphone screaming at these guys until they stop. Okay. And here we go. Marker? Hey. And next, please. Next group, please. The Time Machine went through a lot of variations, and we changed it quite a few times. Refrigerator, we thought of at one point. You know, it was made out of an old refrigerator. You had to, you know, get in, close yourself. But then we thought maybe kids would start locking themselves in refrigerators. We decided to use the DeLorean automobile because of this joke that we had in the movie. When the time machine arrives in the past, the people who live in the farmhouse think that it's an alien spaceship. La DeLorean a été développée sous la supervision de l'artiste Ron Cobb, et Michael Fink a été embauché comme agent de liaison du département artistique. Fink s'est chargé de réaliser les croquis de Cobb et de superviser la construction de la voiture. Mike Chief, le coordinateur de la construction du véhicule, a commencé à acheter les pièces détachées qui seraient utilisées dans la fabrication du condensateur de flux, ainsi que du tableau de bord, des bouches d'aération et des bobines latérales. One of the neat projects that we've had to provide for this picture has been the DeLorean time machines. We've started with a DeLorean. Basically, it's been 3 DeLoreans. And we've added all sorts of aircraft parts that we've dug up from different bins and surplus electronic houses around the city. We've added all sorts of trick little lighting and circuits that blink on and blink off at the right time for the story. All this work is to provide a very interesting vehicle for the characters in the movie to go back and forth in time. We have all this frosted effect look and a frosted windshield, and we use some liquid nitrogen. We freeze the car up to make it look like it's freezing cold. Debris. And rolling. In camera only. Mark. Action! Le planning serré a affecté la qualité de certains effets visuels, et Ken Ralston a été déçu par la scène où la main de Marty s'estompe alors que son avenir est modifié.
Fox a été filmé séparément de sa main et les deux ont été composés ensemble. La main a été filmée avec un objectif grand angle, la faisant paraître trop grande et elle a dû être réduite. Zemeckis voulait un fondu subtil, mais il en a résulté un petit cercle de la main qui s'estompait et il n'y avait pas de temps pour le réparer. Évidemment, concevoir un tel effet aujourd'hui prendrait seulement quelques heures. La fin originale du film prévoyait que Marty échappe à une explosion nucléaire sur un site de test pour alimenter le condensateur de flux de la DeLorean afin de retourner en 85. The script is something that's always changing, and what seems like a great idea one day, you might wake up and think it's not such a good idea the next day, or more likely, you have a great idea, and then the next day or the next week you come up with an even better idea. We had this idea for a nuclear explosion actually being the element that was required to bring Marty back from 1955 to 1985, and we had him going to Nevada to this nuclear test site. It turned out that the expense of that whole sequence was going to cost $1 million, which was a lot more money in 1984 when we were making the movie than it is today. But we couldn't afford it. So we put on our thinking caps, and we came up with something that turned out to be far, far better than what this nuclear thing would have been. It kept it all contained in Hill Valley. It kept the clock imagery and the time metaphor much more in the movie. And it was a vastly better sequence than that nuclear test site could have been. L'éclair qui frappe la tour de l'horloge a été décrit comme le plus gros éclair de l'histoire du cinéma. Challenging special effects sequence of this movie is when a lightning bolt strikes. I can remember reading the script for the first time and pondering just exactly how we were going to achieve it. It's very easy to write and sometimes hard to achieve, but I think we have some tricks up our sleeve yet. Il y avait aussi un problème avec l'affichage de l'éclair à l'écran sur une durée trop longue, car cela rendait l'animation plus visible. Alors le nombre d'images a été réduit, mais l'éclair n'avait pas l'air assez chaotique. Zemeckis a sélectionné une seule image de l'éclair en formation en S et a demandé que l'effet se concentre sur cette forme et soit réduit à 20 images. L'éclair, quant à lui, a été dessiné à l'encre noire sur du papier blanc. Des effets de diffusion et une lueur ont été ajoutés par le département optique. Enfin, les nuages ont été construits à partir de fibres de polyester suspendues dans un filet et filmés d'en haut, tandis que Carl Aston faisait briller une lumière puissante d'en bas. Le maquilleur Ken Chase a dû faire face à de nombreux défis quotidiens pour vieillir 3 jeunes interprètes de 17 à 47 ans. Léa Thompson, qui joue la séduisante et jolie Lauren Benz à 17 ans, vieillit de 30 ans et prend 13 kilos lorsqu'elle devient Lauren Benz McFly, la mère alcoolique et coincée de Marty. Les 3h30 que chaque acteur passe sur la chaise pendant qu'on lui applique son maquillage peuvent être frustrantes après quelques jours, mais Léa Thompson expliquera que cela l'a en fait aidé à préparer son personnage chaque jour. I've had enough of your... Good night! Give me a milk. Chocolate. Action! Wait, look, you gotta listen to me. You gotta listen to me. You competent?
Don't be so square. Everybody who's anybody drinks. Doc, elle l'a même pas regardé une seule fois. C'est plus grave que je ne pensais. Tout se passe comme si ta mère avait jeté son dévolu sur toi et non sur ton père. Hé, attendez, doucement, Doc. Est-ce que vous essayez de me dire que ma mère... que j'aurais un ticket avec ma mère? Malheureusement. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur. C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Quoi? Si nous voulons qu'ils s'accouplent, il faut avant tout qu'ils restent seuls ensemble. Alan Silvestri est né le 26 novembre 50 à New York et fait ses études musicales au Berklee College of Music à Boston, une institution renommée pour l'enseignement du jazz et de la musique contemporaine, mais il quitte l'école avant d'obtenir son diplôme pour commencer une carrière professionnelle dans la musique. Silvestri débute d'abord comme guitariste et arrangeur pour des groupes et des artistes, cependant il se tourne rapidement vers la composition de bandes originales pour le cinéma et la télévision. En 1972, à seulement 22 ans, il compose la bande originale de la comédie Le Gang des Doberman, et bien que modeste, ce projet lui permet de mettre un pied dans l'industrie. Dans les années 70 et au début des années 80, il travaille principalement pour la télévision et devient notamment le compositeur principal de la série Chips de 77 à 83. La carrière d'Alan Silvestri prend une tournure décisive lorsqu'il commence à collaborer avec le réalisateur Robert Zemeckis. Leur partenariat, qui débute avec le film À la poursuite du diamant vert, devient l'un des plus fructueux et durables d'Hollywood. Dans les décennies suivantes, Silvestri devient l'un des compositeurs les plus demandés du cinéma américain, mais reste cependant le collaborateur musical privilégié de Zemeckis, en composant les bandes originales de tous ses films, parmi lesquels Qui veut la peau de Roger Rabbit, Contact et plus récemment Here. Silvestri a également travaillé avec d'autres grands cinéastes comme John McTiernan pour Predator, autre partition culte, ou James Cameron pour Abyss. Le compositeur continue de se réinventer au XXIe siècle, notamment avec son travail dans l'univers cinématographique Marvel. Bien qu'il n'ait jamais remporté d'Oscar, encore une faute de goût des membres de l'Académie, il a été nominé à plusieurs reprises, notamment pour Forrest Gump. Alan Silvestri est un compositeur important qui a marqué de son empreinte l'industrie cinématographique, avec un style d'écriture reconnaissable en moins d'une minute. Le thème principal de Retour vers le futur est l'un des plus connus de l'histoire du cinéma, à l'instar de celui des Dents de la Mer ou d'Indiana Jones. Les fanfares et les séquences épiques rappellent le travail de Williams, en particulier dans leur capacité à établir une identité sonore immédiate pour le film. The decision to have this size ensemble and take this direction came down while Bob was shooting the high school dance sequence. Big. Big. I kept telling Al that all I wanted was the score to be big. As you know, you make a film, you start to get a little bit paranoid that you don't have any vistas and giant shots. And Al and I had just done Romancing the Stone together. And we had jungles and waterfalls and a lot of stuff like that. So I told Al, make it big, open the movie up. It's a very fundamental story, and it kind of gave us license to do this kind of overblown fantasy, old-fashioned movie score, which was a thrill. It's exciting to be in a room and hear all these people playing together, 98 people. I've been told it's the largest orchestra ever assembled in the history of Universal Pictures. En dehors du thème principal, la bande originale contient une mélodie délicate et douce, dominée par les cordes, qui accompagne les moments plus tendres et maladroits entre Marty et sa jeune mère dans le passé. Pendant longtemps, seul un vinyle et une cassette audio contenant une dizaine de minutes de musique composée par Silvestri étaient disponibles. Les chansons, dont l'emblématique The Power of Love, remplissaient le reste. En 2009, le label Intrada sortira enfin une édition intégrale de la partition sur 2 CD, avec de nombreuses prises alternatives. La musique de Retour à le futur est une leçon magistrale de composition cinématographique. Le thème principal est instantanément reconnaissable et reste aujourd'hui une pièce emblématique jouée fréquemment en concert.
La plupart des pays où le film a été exploité ont repris à l'identique l'affiche américaine, à savoir un Marty McFly prêt à monter dans la DeLorean et qui regarde sa montre avec inquiétude. L'affiche montre bien l'urgence du moment et la thématique du temps. Son créateur est Drew Struzan, un des plus grands illustrateurs dans ce domaine, puisqu'on lui doit pas moins de 150 affiches, dont Blade Runner, E.T., Indiana Jones, Rambo, Jurassic Park, Harry Potter et bien d'autres encore. Je vous montre juste la japonaise qui se différencie très légèrement de l'original en ajoutant tout autour des images en noir et blanc et en couleur tirées du film. Le choix d'affiches internationales différentes de l'original étant très limité, je vous en propose du coup quelques-unes réalisées par des fans pour la plupart et souvent d'une belle qualité. Le film sort le 3 juillet 1985 aux USA et connaîtra non seulement un très bon démarrage, mais aussi un excellent bouche à oreille puisqu'il sera numéro 1 pendant 12 semaines. Bien qu'il soit tombé à la 2e place lors de son 4e week-end derrière Bonjour les vacances 2, le film de Zemeckis a regagné la 1re place lors de son 5e week-end et y restera pendant les 8 semaines suivantes. Avec un score final de 210 millions de dollars, soit 10 fois son budget, Retour à le futur terminera à la 1re place du box-office annuel devant Rambo 2. La sortie française est programmée pour le 30 octobre 1985 et là encore, le public se déplacera en masse pour suivre les aventures trépidantes de Marty McFly, puisque le film dépassera les 3,4 millions d'entrées. En comptant les chiffres réalisés à l'international, son cumul atteindra les 350 millions de dollars, soit là encore le plus gros score de l'année 1985 au box-office mondial. How am I supposed to go to the dance with her if she's already going to the dance with you? Because, George, she wants to go with you. She just doesn't know it yet. That's why we got to show her that you, George McFly, are a fighter. You're somebody who's going to stand up for yourself, somebody who's going to protect her. Yeah, but I've never picked a fight in my entire life. Look, you're not going to be picking a fight, Dad. Daddy-o. Comment tu veux que j'aille au bal avec elle, puisque tu me dis qu'elle y va avec toi? Parce qu'elle tient vraiment à y aller avec toi. Elle le sait pas encore, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut lui montrer que toi, George McFly, tu es un battant, un homme capable de se défendre, quelqu'un de fort qui saura la protéger. Oui, mais le problème, c'est que je me suis jamais battu de toute ma vie. Mais écoute, tu seras pas obligé de te battre, papa. Papi, papo. J'ai eu la chance de découvrir Retour vers le futur en salle, et c'était une époque où Spielberg était le roi du monde, non seulement comme réalisateur, mais aussi comme producteur. On avait déjà eu Poltergeist en 82, puis Gremlins en 84, Les Goonies en 85. On attendait donc sa dernière production avec impatience, tout en sachant que la qualité serait au rendez-vous. Et ça n'a pas loupé, je suis sorti de la salle avec un grand sourire aux lèvres et une irrésistible envie d'y retourner. Dans le vaste univers du cinéma américain, Retour à le futur occupe une place unique. À mi-chemin entre la science-fiction, la comédie et l'aventure, le film jongle avec des thématiques universelles tout en offrant un spectacle ultra divertissant, comme on ne sait plus en faire à Hollywood. Le scénario de Zemeckis et Bob Gale est un modèle d'écriture narrative. Derrière une apparente simplicité se cache une mécanique d'horlogerie. Le film joue avec les paradoxes temporels sans jamais perdre son spectateur. Les enjeux clairs et précis sont toujours au centre du récit, empêcher sa propre disparition en réunissant ses parents et retourner à son époque grâce à une foudre providentielle. Cette approche offre une accessibilité immédiate tout en laissant entrevoir des subtilités pour un visionnage répété. Le génie réside également dans la manière dont le film lie l'intime et l'universel. Les dilemmes de Marty, accepter ses parents, se forger une identité propre, résonnent auprès du spectateur quel que soit son âge ou son époque. La boucle narrative parfaite où les erreurs des parents sont corrigées par les actions du fils confère au film une cohérence magistrale. Zemeckis imprime à Retour à le futur un rythme effréné mais jamais chaotique, à l'image de cette séquence finale anthologique sur la tour de l'horloge pleine de suspense et d'énergie, magnifiquement soutenue par la sublime partition d'Alan Silvestri et un montage aux petits oignons.
Chaque scène est pensée pour servir à la fois l'histoire et le spectacle visuel. La DeLorean, transformée en machine à voyager dans le temps, devient un personnage à part entière grâce à des cadrages affûtés et un soin porté à sa présentation. Mais Zemeckis ne sacrifie jamais l'humain à la technique. Les moments d'émotion, comme la conversation entre Marty et son futur père George McFly, bénéficient d'une attention particulière à la mise en scène et au jeu d'acteurs. Par ailleurs, le réalisateur use de nombreux procédés visuels pour ancrer son récit dans les deux époques qu'il dépeint. Les années 80, avec leur néon et leur énergie électrique, contrastent avec les années 50, baignées dans une lumière plus douce et une imagerie nostalgique. Cette dichotomie visuelle renforce le voyage temporel du spectateur autant que celui de Marty. Le casting est bien entendu un des atouts majeurs du film. Michael J. Fox incarne avec naturel et charisme un adolescent pris dans une situation extraordinaire. Il mêle habilement humour et émotion, devenant l'alter ego idéal pour le spectateur. Quant à Christopher Lloyd, il livre une performance extravagante mais sincère. Son personnage, mélange de génie excentrique et de mentor bienveillant, est devenu une figure incontournable de la culture populaire. Sa complicité avec Fox donne lieu à des moments d'anthologie, notamment dans les scènes où l'urgence des événements est contrebalancée par des touches comiques. Ce scientifique farfelu et génial inventeur de la machine à voyager dans le temps est devenu instantanément iconique. Et Pierre, Marty? Oh, Lorraine, et comment vous avez su que j'étais ici? Ben, je vous ai suivi. Oh, je vous présente mon mon oncle, Doc Brown. Enchantée. Marty, vous allez peut-être me trouver un peu audacieuse. Crispin Glover et Lea Thompson, dans les rôles des parents de Marty, offrent des prestations tout aussi réussies. Glover excelle dans son interprétation d'un George McFly timide et maladroit, tandis que Thompson brille par son double rôle, incarnant à la fois la jeune Lorraine séduisante et la Lorraine vieillissante de 85. Le film bénéficie également de la présence de Thomas F. Wilson, qui incarne Biff Tannen, l'antagoniste typique des années 50. Wilson réussit à rendre ce personnage caricatural crédible, ajoutant une menace constante au récit. En plus de la bande originale de Silvestri, les morceaux pop-rock, notamment The Power of Love et Johnny B. Goode, insufflent une énergie contemporaine et dynamisent les moments clés. La scène où Marty interprète Johnny B. Goode lors du bal est devenue légendaire, mêlant anachronisme et hommage au rock'n'roll. Au-delà de son apparence de divertissement léger, Retour à le futur aborde des thèmes profonds. Chaque action de Marty en 55 a des répercussions sur son futur, et le film interroge subtilement le spectateur sur la manière dont ses propres décisions influencent sa vie et celle des autres. Avec Retour vers le futur, Robert Zemeckis a créé une œuvre intemporelle qui transcende les genres, une lettre d'amour au cinéma et à l'art de raconter des histoires. Le film parvient à rester aussi pertinent et captivant aujourd'hui qu'en 85, grâce à un équilibre parfait entre émotion, action et humour. C'est une machine à voyager dans le temps cinématographique où chaque visionnage est une nouvelle redécouverte. 88 miles à l'heure! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Pour son 35e anniversaire, le film a été entièrement restauré à partir du négatif original 35 mm. Cette nouvelle restauration en 4K présente une définition et une précision des détails exceptionnels par rapport à l'édition Blu-ray. La restauration élimine presque toutes les impuretés présentes sur la pellicule originale. Sur l'édition Blu-ray standard en 1080p, l'image reste excellente, mais le spectre colorimétrique est plus limité que sur le 4K UHD. Les deux éditions sont généreuses côté supplément, et il y en a pour des heures de visionnage. Alors c'est un peu la foire à la saucisse au niveau des différentes éditions. Celle en Blu-ray est disponible en coffret avec ses 2 suites, soit de manière individuelle. Vous avez aussi les 3 films en Blu-ray plus les versions 4K, mais le prix est exorbitant. À vous de faire votre choix. Eh bien, vous avez tort de boire. Et pourquoi? Parce que vous pourriez le regretter un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous êtes vieux jeu, c'est pas vrai. Tous les gens qui sont dans le coup boivent. Parce qu'en plus, vous fumez? Marty, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère.
Je ne pouvais pas conclure cette rétrospective sans rendre un petit hommage musical aux principaux acteurs de ce film culte. Et moi je vous dis à bientôt et joyeux Noël!